Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 4e épisode de la série intitulée Le devoir de tout dire et le droit de savoir avec Virginie Dornier. Aujourd'hui, Virginie va nous parler entre autres du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017 pour comprendre un petit peu les rouages et le langage politique par rapport au dossier qui fait 2500 pages. Nous reviendrons dans la première partie de cette émission sur ce que nous avons évoqué, notamment sur les sommations à faire et tout l'arsenal militaro-scientifique en quelque sorte. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Derrière moi, les ouvrages pour faire un petit peu un côté éclectique au niveau des sujets de cette émission. Donc bien sûr, Claire Sévrac, complot mondial contre la santé. La belle Olivier Rioux, les leçons de l'opération Covid-19. Plus rien n'échappe à l'ARN messager de Jean-Marc Sabatier et Estelle Fougère. Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo. Serge Apad, Caillardeau, franc-maçonnerie et politique. Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma de Robert Kennedy Jr., avec Gouverné par le chaos de Lucien Cerise à côté de Claire Sévrac, la guerre secrète contre les peuples, et en dessous, crime alimentaire organisé, et enfin C19 de Patrick Ledrapier et Patrice Lefebvre. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier et son mari Jean-Pierre Coq. Je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, de mon cul sur la commode ou encore de la table 700, de la scientologie ou de quelque réseau hermétique que ce soit. Je rappelle également que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions et je salue la modération ce soir. Donc merci et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présente pour ce 4e épisode, sachant que nous avons déjà franchi un cap sur la sommation à faire tome 1 et tome 2, très intéressant pour comprendre un petit peu les rouages de ces milieux lobbyistes, militaro-industriels en quelque sorte. Alors, je vais, pour commencer cet épisode, revenir sur directement le plan que nous avions les fois précédentes. Donc, je ne vais pas refaire les 20 pages du préambule, j'allais dire, à ce dossier, mais dans le dossier sommation à faire, nous avons donc fait la prise en main du dossier Dropbox, le rapport provisoire de l'OPEX, la sommation à faire tome 1 et la sommation à faire tome 2. Et maintenant, 5e partie consacrée au discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie et démocratique à la Sorbonne le 26 septembre 2017. Alors pourquoi ce choix d'avoir traité de ce discours, alors qu'on ne va pas lire en entier bien sûr, je le diffuserai au moment où tu parleras, mais qu'est-ce qui vous a motivé, toi et Jean-Pierre, à travailler sur ce discours? Quel impact a-t-il eu à la fois sur votre dossier propre et, j'allais dire, sur la vie des Français en quelque sorte? Alors, pour répondre à ta question, le dossier du 26 septembre 2017 fait partie de l'ensemble des archives que l'on avait mis dans nos recherches. Et c'est un discours qui est extrêmement important puisqu'il permet de retracer la chronologie de l'ensemble des informations et des faits qui se sont déroulés depuis la cessation de la France à l'OMS en décembre 2019. Donc la phase aiguë de la guerre sanitaire jusqu'à aujourd'hui en 2026. En une précision, on n'a pas réellement abordé le tome 2 de la sommation à faire, mais le fait de vous dépeindre rapidement le discours hermétique du 26 septembre 2017 permettra de raccrocher le tome 2 puisque nous
nous décortiquons en quelque sorte le discours dans le tome 2. Alors, ça, c'est, je suis désolée pour le contre-jour, c'est le dossier à part, l'indicible France et l'indicible Allemagne. De la même façon qu'on a titré Le devoir de tout dire et le droit de savoir en citant la personne donc, qui a tenu ces propos-là, qui était Jean-Robert Pitt, l'ancien secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales. L'indicible France et l'indicible Allemagne, c'est une adaptation des propos tenus par Emmanuel Macron dans son discours qu'on va résumer, puisque dans les écrits qui sont téléchargeables sur le site officiel, il est question de l'indicible français, et c'est décliné dans le discours d'Emmanuel Macron, et de l'indicible allemand. Voilà, d'où le titre de ce dossier à part. Et le tome 2 débute par des décortiquages de points force de ce dossier à part, l'indicible France et l'indicible Allemagne. J'ai résumé. Très bien. J'espère avoir été claire. Oui. Alors justement, je regarde, alors ça fait 19 pages, hein, ce discours. Donc discours Absolument. d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. Alors la sémantique, là, va être très importante, bien sûr. Donc 26 septembre 2017, pour recontextualiser, Macron a été élu en mai 2017. Si je dis pas de bêtises, c'est le 6 mai 2017, quelque chose comme ça, enfin au courant du mois de mai. Donc on est 4 mois plus tard. Donc c'est un discours à la Sorbonne, sachant qu'il en avait fait un deuxième il y a ces dernières années. Donc nous avons un président de la République là qui fait un discours général pour nous parler d'Europe. Voilà, pour nous parler d'Europe et donc pour asseoir en fait une forme de transcendance, si je reprends ces termes dans certains discours, du fait que bah, la France finalement elle sert plus à grand chose. Enfin, ce n'est qu'une province, ce n'est qu'un dominion, comme tu dis souvent. Et c'est l'Europe qui compte. C'est l'identité européenne, la souveraineté européenne. Tout est au nom de l'Europe et plus au nom de la France. Comme si Macron n'était plus le président, que ce soit de la République française ou de la France tout court, mais le président de l'Europe. Comme s'il était déjà à la place de Van der Leyen. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit avec le recul. Et de ce fait, toi, dans ce discours-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en le lisant, en l'analysant? Qu'est-ce que tu en as retenu vraiment d'essentiel? Alors, on va pouvoir remonter l'écran sur le haut de ce discours-là. Donc, c'est un document, comme toutes les allocutions officielles des ministres, présidents, etc., qui est téléchargeable et accessible à tout le monde. Ce qui est important de voir, c'est déjà seul le prononcé fait foi. Donc, effectivement, on n'était pas présent en 2017 dans l'amphi Richelieu de la Sorbonne, ce qui signifie qu'il y a toute une partie qui ne nous est pas accessible à nous, tous, simplement parce que nous n'étions pas présents et que nous n'avons pas trouvé de traces audiovisuelles enregistrées de ce discours-là. Mais c'est ça qui est important, c'est le prononcé fait foi. Donc, pour en revenir au discours du 16 mars 2020, lorsqu'Emmanuel Macron, dans ses fonctions, nous annonce que nous sommes en guerre, seul le prononcé fait foi. Donc, il ne faut pas revenir en arrière, essayer de discuter sur c'est un état de crise sanitaire. Non, nous sommes bel et bien toujours en guerre sanitaire, encore aujourd'hui en 2026. Tout le référentiel de ce discours, donc on va pouvoir le laisser défiler. Ce discours fait 19 pages. Il est compliqué à lire pour ceux qui sont à Pour minima. les néophytes, quoi. Oui, et pour tout le monde en fait, puisque c'est extrêmement chargé. C'est symbolique. Il y a beaucoup de symbolisme et j'allais dire presque de langage Ce presque n'est que ça. parallèle, en tout cas, voilà. Ce n'est que ça. C'est-à-dire que on n'est pas dans le symbolisme. Le symbolisme, c'est un des outils utilisés par les occultistes. Je te rappelle que les sciences occultes, enfin la divination, on va dire, c'est un art, et que la science occulte. Donc l'occultisme, c'est bel et bien une science. Parenthèse. Donc toutes ces 19 pages qui retranscrivent le discours sont chargées énergétiquement, symboliquement,
de tout ce qu'il y a de plus occulte parmi l'occulte. Alors, il y a de la franc-maçonnerie, mais de la nouvelle franc-maçonnerie qui a été officialisée en 1717, donc en 1717, mais il n'y a pas que ça. Les personnes, les références de personnes qui jalonnent le discours sont également à étudier, et ça fait l'objet du dossier, que ce soit Monsieur Sorbon, le créateur de la Sorbonne, et d'autres personnes qui sont effectivement dans la mouvance, soit franc-maçonne, soit occulte, mais mal aspectée, si tu veux. Donc pas pour le bien de l'intérêt général. Donc on retrouve tous les poncifs de la franc-maçonnerie, les piliers, donc en référence à Boaz et Jacquin, la référence à l'empire de Charlemagne, qui est le grand regret de certains, donc le fait que ce soit parti en déliquescence. Donc pendant 19 pages, vous allez effectivement prendre connaissance du programme auquel on est tous, au niveau de l'Europe et spécifiquement en France, sous le joug. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, et qu'on a essayé de résumer dans l'Indicible France et l'Indicible Allemagne, c'est véritablement l'agenda franco-français rapporté à l'Europe, puisque nous sommes le cheval de Troie, qui, in fine, à l'abri des peuples européens, à l'abri des peuples, ce sont les termes utilisés par Emmanuel Macron. L'objectif, c'est que l'indicible français ou l'indicible France s'occupe de tout ce qui est bureaucratie traitée. Donc, que ce soit les modifications de notre Constitution qui va glisser sur l'Europe, les lois, etc., qui va glisser sur l'Europe et se répandre sur l'Europe. Là, c'est le rôle de l'indicible français. L'indicible Allemagne ou l'indicible allemand s'occupe quant à elle ou quant à lui de tout ce qui est financier. Donc ça, c'est spécifique à l'Allemagne. Et l'objectif, c'est de faire des Européens un Sisyphe heureux. Comme ça, les choses sont clairement énoncées. On veut faire de nous des bêtes de somme, simplement pour le bien de leur Europe. En gros. Alors, petite parenthèse qu'on avait visitée en off, que ce soit Jean-Pierre ou moi, cela fait quelques années maintenant que nos dossiers sont derrière nous. On essaye de maintenir la vigilance quant à ce qui circule et de réviser quand c'est nécessaire. Mais ces dossiers-là, on les a rédigés entre juin 2009 et juin 2022, pardon, et septembre 2022. On a étudié tous les liens qui sont mis dans tous les dossiers, mais pour moi, ça fait loin. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Bien sûr, bien sûr. Mais déjà qu'on sache l'essentiel. Je ferai sûrement une lecture audio, de ce discours de Macron, comme ça, à tête reposée, les auditeurs pourront écouter et comprendre un petit peu mieux, parce que parfois, à l'écoute plutôt qu'à la lecture, on perçoit les choses différemment. Néanmoins, à travers ce discours, il y a certaines choses qui sautent aux yeux, hein, notamment sur la question de la souveraineté européenne. C'est ce que je disais tout à l'heure. Heu Par exemple, face à l'international du terrorisme, l'Europe de la sécurité doit être notre bouclier. Ils s'infiltrent partout en Europe, leurs ramifications sont là. C'est dans qu'ensemble que nous nous devons d'agir. Le parquet européen contre la criminalité, une Europe qui s'unit pour protéger, intervenir, sauver des vies. C'est une Europe qui retrouve le sens de cette fraternité que nous avons placée en son centre. Voilà, la souveraineté européenne, c'est maîtriser nos frontières en préservant nos valeurs. C'est le paradoxe, en fait. C'est-à-dire que déjà, avec la souveraineté française, on n'a plus de frontières et on n'a plus de valeurs, mais avec la souveraineté européenne, on va faire mieux que ce qu'on a déjà du mal à faire en bas de chez soi. C'est ça le en même temps. C'est ça qui est assez intéressant. On va dire ça comme ça. Dans le dossier à part, donc, on est allé étudier de près toutes les références, mais d'un point de vue hermétique, occulte. Donc, on a comme par exemple
l'abbé Sorbon qui a créé la Sorbonne, dont il subsiste une loge à son nom. On a Jacques Delors, on a Jean Monnet. Là, on est vraiment sur le dossier à part, hein. Mona Lisa, mais pour ce qui est de l'occultisme, Musil, Proust, Steiner, Francisco Steiner, Suarez. ouais. Suarez, c'est un deuxième parce qu'il a fallu prendre en compte les deux homonymes, Erasme, Emmanuel Mounier, Robert Schumann, etc. Et ensuite, on décline le dossier. Alors, ce qu'il faut véritablement retenir, c'est que il y a véritablement une terraformation. Je pense que désormais, c'est plus un secret pour personne. Et donc, ils sont en train d'installer leur hégémonie. Et à travers ce discours-là, vous verrez qu'il y a des initiatives, je mets les guillemets, hein, que porte Emmanuel Macron dans ses fonctions, lesquelles, on sait, il faudrait les étudier, et qui sont effectivement déclinées et qui ruissellent sur tout le continent. Là, on ne parle pas uniquement de l'Union européenne, mais sur tout le continent européen. Et donc, ça fait l'objet du deuxième tome où on est parti de ce discours-là pour aller chercher les éléments, et c'est en cela que tout est militarisé, parce que le deuxième tome est spécifiquement axé sur tout ce qui est armes de destruction massive, et en lien avec le Covid. Oui, tout à fait. Je me rappelle d'avoir lu ces dossiers avec le vocabulaire vraiment armes de destruction massive, biologique, etc. Alors, pour en venir à ce discours, alors je vais regarder par mots-clés essentiellement, hein. Aide publique au développement, le principe de taxe sur les transactions financières européennes. Je rappelle que nous sommes en 2017 au moment de ce discours et que Macron est président depuis 4 mois. Donc c'est tout frais. Il n'y a pas encore le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas encore tous les problèmes. Je ne dirais pas qu'il est en odeur de sainteté encore à ce moment-là, mais disons que il est pas mal, quoi. Voilà, il débute. L'été est passé, donc c'est pas là où les grandes choses se sont produites. Ça va être plus tard que ça va commencer à poser problème. Absolument. Alors, une petite Oui. aparté. Septembre 2017, c'est également le mois où le terme complotiste a été ajouté en urgence dans les éditions des dictionnaires scolaires. Alors, quand je dis en urgence, c'est-à-dire que la demande a été faite auprès de la Société des dictionnaires courant juin, il me semble, parce que ça remonte, une recherche remonte à 2020 quand même, pour être effectivement inscrit pour la rentrée scolaire 2017. Donc, il y a C'est eu une intéressant demande. ça. Mais Ouais, oui, puisque c'est un point de détail jusqu'en important. c'est plus qu'important, parce que je te Mmh. rappelle qu'en 2016, il y a eu la loi Sapin 2 de protection des lanceurs d'alerte, hein, qui fait écho au scandale du Mediator. Donc, pour contrer, puisqu'il y a une orchestration, que tout est programmé, qu'il y a un agenda, pour contrer, court-circuiter les lanceurs d'alerte qui auraient pu se référer à la loi Sapin 2, ils ont inscrit, c'est de la stratégie militarisée, hein, ou militaire, ils ont inscrit en urgence le terme complotiste dans les DICO, donc le Robert, Larousse, etc., pour court-circuiter, le moment venu, 3 ans après, toutes les personnes qui dénonçaient ce qui était initialement non conforme aux bonnes pratiques du médicament, non conforme aux bonnes pratiques médicales, etc. Donc, ils ont procédé au remplacement dans le langage courant en septembre 2017, de façon concomitante. Il y a véritablement une stratégie. Fin de la parenthèse. Oui, oui, puis, dernière parenthèse aussi, c'est qu'apparemment le mouvement des gilets jaunes, en tout cas le terme gilet jaune aurait déjà été, inscrit à l'INPI, quelques mois après l'arrivée de Macron au pouvoir, et je crois que c'est en 2017 justement que ça avait déjà été,
enregistrés, immatriculés en quelque sorte. Donc voilà, en fait, 2017, c'est quand même une période charnière parce que c'est entre la fin de la période Hollande calamiteuse avec l'arrivée de Macron comme si c'était un nouveau venu alors qu'il était déjà ministre de l'économie auparavant, etc. Donc à travers ce discours, il y a presque un premier jalon et c'est vrai qu'à l'époque, on l'a un peu sous-estimé parce que c'était la rentrée scolaire, c'était voilà, les gens étaient dans le flux et dans le jus. Mais avec le recul, un peu plus de 8 ans après, eh bien, on voit que, on retrouve les termes déjà qui sont toujours d'actualité, plus que jamais d'ailleurs avec, l'Ukraine, avec la géopolitique que nous connaissons, notamment, quand il parle de l'ambition énergétique pour l'Europe, donc la question de l'énergie, du carbone. La question du pass carbone se pose de plus en plus d'ailleurs, après le pass sanitaire et le pass vaccinal et puis, la question du développement durable. Alors il parle aussi de la politique agricole européenne, donc on pense notamment au fameux Mercosur par la suite, au traité de libre-échange. Hem Et puis, il y a une phrase là, par exemple: «En d'autres termes, je souhaite que nous puissions ouvrir de manière décomplexée et inédite une politique agricole commune qui se pense d'abord avec 2 objectifs: nous protéger face à ces grands aléas, à la volatilité des marchés mondiaux qui pourraient mettre en péril la souveraineté alimentaire de l'Europe». Voilà. En fait, à un moment, au bout d'un moment, on se dit: «Mais quand est-ce qu'il parle de la France?» C'est ça Mais la jamais, question. Mais jamais, c'est jamais, ça. puisque la France n'existe plus depuis pas mal de temps. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle que sans remonter trop loin dans le temps, en décembre 2019, à Genève, Jean-Yves Le Drian, au nom de la République française et non pas au nom du peuple, souverain ou quoi que ce soit, parce qu'il y a les 2, il y a les 2 dénominations. Soit c'est au nom de la France ou du peuple de France, ou soit c'est au nom de la République. Décembre 2019, avec les prémices de la pandémie, Jean-Yves Le Drian a signé le traité, avec l'OMS à Genève, qui nous cédait à l'OMS. Donc nous sommes dirigés par une organisation internationale qui a mis pied à terre en France. Donc il n'y a plus de France. Nous ne sommes plus une nation. Nous n'étions plus déjà une nation officieusement en 47 avec le coup d'État de Vincent Auriol. Donc la France, on l'a en nous, si tu veux, mais elle n'existe plus. Ouais. Hem, ah si, il parle quand même de la France à un moment donné. Ah si. Alors et donc oui, partout en Europe, nous devons tout faire pour avoir ces champions du numérique, attirer les talents scientifiques et entrepreneuriaux. D'accord? Alors je rappelle qu'au même moment, Trump fait son premier mandat aux États-Unis, d'accord? Pour, restituer le contexte de 2017. Heu je sais bien que ça contrarie parfois certains, c'est la politique que je souhaite mener en France sur le plan économique. Donc en fait, prendre partir de l'Europe et de, la vision mondialiste, davosienne et cetera, pour se dire: «Bon, en France, je peux peut-être faire quelques aménagements et bricoler un petit peu comme le bricoleur du dimanche ou le bricolier du dimanche», pour dire: «Bon, je suis un peu président de la République française, donc je m'occupe un petit peu de la France». Voilà, mais ça reste l'ambition de l'Europe. Alors, peux-tu nous dire exactement, Je vais ou en tout cas rebondir, dans vas-y, je vas-y, termine. t'en prie, excuse-moi, Vas-y, je t'en enfin prie. excuse-moi, c'est de la politesse, hein, je Non, vais non, essayer. vas-y, vas-y, vas-y. Justement, le fait qu'il évoque, de façon, comment dire? Trouver les mots simples. Heu, Bien sûr qu'il ne peut pas faire abstraction, nouvellement élu, de la France, c'est certain. Mais dans le tome 2, on a décliné ce qu'était, le langage Canada Dry ou l'opération Canada Dry. Donc on verra lors du tome 2, ce que c'est que un discours qui donne l'impression de, mais qui n'est pas du tout ça. Donc on nous donne par exemple, l'impression que le Covid est médico-pharmaceutique, alors qu'en fait ce n'est que le complexe militaro-industriel, depuis le début. On déclinera ça, je vous expliquerai du mieux que possible ce qu'est une opération Canada Dry. D'accord. Alors là, c'est pareil, alors dans ce discours, s'il fallait le séquencer en plusieurs parties, il y a le côté aussi historique.
On rappelle le côté marché du travail. On a des références presque implicites au traité de Maastricht, aux conventions passées. Et d'ailleurs, je recommande à nouveau l'excellentissime documentaire de Camille Adam intitulé Au nom de l'Europe. Il fait 3 heures, mais il revient sur toute la construction européenne. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai sorti, non, je l'ai pas sorti aujourd'hui, mais sur les racines nazies de l'Union européenne. Ça a été écrit par 4 personnalités américaines, notamment sur le placement des personnalités de l'époque hitlérienne au sommet des grandes institutions, que ce soit la Commission européenne, la NASA, etc. Et là, on voit justement qui revient sur le côté du marché unique, sur l'ambition du marché commun dans les années 90, sur Jacques Delors avec la concurrence qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Donc on a vraiment un discours très européiste qui n'est pas surprenant, mais c'est bien de revenir dans le passé, j'allais dire au début du macronisme, pour voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Sachant qu'à l'époque, Juncker était justement en poste et qu'il programmait à ce moment-là, à l'époque du discours, une autorité européenne de contrôle pour vérifier le respect des règles. Voilà, quand on sait le parcours de Juncker, c'est assez comique, voire ironique. Et donc, voilà, on retrouve les personnalités de l'époque, Margrethe Vestager, Pierre Moscovici, qui entre-temps est passé à la Cour des comptes et qui vient d'en partir il y a quelques mois. Voilà, donc on a tout ça. Et donc, ça peut paraître être beaucoup de blabla, oui. Mais justement, qu'est-ce que ce blabla a comme essence, a comme importance dans le cadre de vos dossiers? Parce que certains pourraient dire: «Mais c'est quoi le rapport avec, le devoir de tout dire et le droit de savoir, avec la sommation à faire, avec, j'allais dire la guerre qui nous a été déclarée en 2020?» Est-ce qu'en fait ce discours-là de 2017 à la Sorbonne, est-ce que c'était déjà en fait un préambule à ce qui allait arriver, 3 ans plus tard? C'est l'agenda, c'est la feuille de route. Donc c'est l'introduction à l'agenda macroniste, prévu, par la suite. Il faut comprendre que, il au pluriel, ce que nous on appelle la mérule ou le blob, donc ce système d'exploitation qui nous parasite, il y a une règle, des 2 côtés d'ailleurs, que ce soit, du côté des personnes bienveillantes ou les autres, c'est qu'ils sont obligés d'annoncer les choses, mais ils ne sont pas obligés de le faire comme nous on le pense. Donc si on ne s'insurge pas contre ce discours-là, si on ne refuse pas, c'est du consentement extorqué, mais c'est du consentement. Donc, pour pouvoir avancer leurs pions sur l'échiquier, ils sont obligés d'annoncer leur coup d'avance. Après, c'est l'adversaire en face, donc supposément nous, qui contre ou pas, le jeu de l'adversaire. Ils sont obligés de nous expliquer. C'est la règle universelle, on va dire ça comme ça. Donc Tout à tout fait. est il y a ils ne nous prennent pas au dépourvu dès lors que l'on nourrit ses connaissances, pas ses informations, mais ses connaissances, ce qui n'est pas la même chose. Donc oui, effectivement, il nous a décliné sa feuille de route. Notamment, page 12, je propose la création d'universités européennes qui seront un réseau d'universités de plusieurs pays d'Europe mettant en place un parcours où chacun de leurs étudiants étudiera à l'étranger et suivra des cours dans 2 langues au moins. Heu, donc ils voulaient en construire d'ici à 2024 au moins une vingtaine. Alors, Déjà, c'est intéressant là. il y a ce qui est réalisé et il y a Ouais. ce qui est annoncé. Mais, il me semble que fin 2025, il y a eu une information sur l'extension du programme Erasmus. Moi, ce qui me choque toujours, Virginie, alors Oui, c'est peut-être naïf de ma part, mais ce sont les projections au-delà de la mandature en question. Alors oui, soit c'est volontaire, soit c'est inconscient, soit ce sont les 2 à la fois, parce que du plus loin que je me souvienne, c'est que Jacques Chirac a remis, de 7 ans à 5 ans la mandature, à partir donc de 2002, juste après sa réélection face à Jean-Marie Le Pen, le 21 avril 2002, tout le monde s'en souvient bien sûr.
Et de ce fait, Macron avait un mandat de 5 ans, donc valable jusqu'en 2022. Bien sûr, nous savons ce qui s'est passé en 2022 avec sa réélection, mais quand nous sommes en septembre 2017, au moment de ce discours, Macron n'est pas censé savoir s'il sera réélu ou pas 5 ans plus tard. On Alors, va ce qui est assez intéressant, c'est que ça peut paraître un détail, mais je le vois pas que pour cet aspect-là, parce que là, par exemple, beaucoup de personnalités politiques, bon, on parle de 2027, mais certains parlent de 2029, quand c'est pas des Jeux Olympiques d'hiver, quand c'est pas 2030, où ils disent voilà, alors en 2035, on fera ça pour les voitures, etc. Et à chaque fois, on a envie de leur dire ouais, mais les gars, vous serez peut-être plus en poste d'ici là. Donc, soit ils préparent leur putsch et ils nous le disent ouvertement en 2035, il se passera ça parce que je serai toujours là, quoi qu'il en coûte, envers et contre le peuple, soit là, je ne crois pas à la maladresse ou comment dire, à une parole malheureuse de Macron, quand on connaît maintenant sa personnalité, mais d'ici 2024, 2024, c'était les Jeux Olympiques de Paris, déjà. Et puis, de ce fait, on a l'impression que déjà, il projetait le 26 septembre 2017 de préparer sa réélection 5 ans après. Alors après, peut-être que je me trompe, hein. Alors, première chose, il faut considérer qu'il y a 2 modes de fonctionnement humains et ce n'est pas un gros mot que de le dire. Il y a l'humain lambda, ordinaire, le tout venant, j'en fais partie. On a un mode de fonctionnement, on va dire grégaire, de troupeau, de meute, et on a, il ne faut pas en rougir, on a ce côté, comment dire, mammifère. Et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas l'occulter. Je ne ponds pas des œufs, même si je suis Madame Coq, hein. Je suis désolée de vous le dire. Et en face, ils ont un mode de fonctionnement, alors je vais employer un terme qui est décliné dans nos dossiers septologie, d'hyménoptère. Ils fonctionnent comme un essaim, comme une fourmilière. Ils agissent au nom d'eux. Alors que ce soit eux ou un autre qui prennent les manettes de leur agenda, peu importe, en fait. C'est une course de relais, chacun se passe le bâton de parole et le programme, mais il se fiche de savoir s'il sera ou non réélu, puisque de toute façon, quelle que soit la personne qui sera en poste, il a la même feuille de route en coulisses ou en loge. Peu importe en fait. Il se trouve qu'il a été reconduit, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, l'agenda aurait couru. Je dirais même plus le fait, alors, que ça en dérange certains, je le comprends. Mais ce que je vais dire, c'est le fruit de nos recherches. Le fait qu'il ait été reconduit, demandez-vous qui ça dérange le plus. Alors nous, tous, autant qu'on est, on en souffre, c'est de la maltraitance. Mais qui est le plus embarrassé dans l'histoire ? Ceux qui étaient aux manettes auparavant, ceux qui l'ont programmé, ceux qui l'ont mis en place. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui prennent conscience du système dans lequel on a été mis en place, nos aïeux en plus. Il n'y a jamais eu autant de révélations et de personnes qui cherchent à Bien sûr, comprendre bien sûr, que depuis qu'il est en place. Donc, ceux qui le dérangent le plus, c'est peut-être et potentiellement ceux qui l'ont créé. tout à fait, je Il faut comprends. peut-être y réfléchir. Et donc, pour résumer, ceux qui sont en place en France depuis la nuit des temps et spécifiquement depuis la Révolution ont un agenda, ils se relaient, peu importe l'étiquette, et vous comprendrez mieux comment cela fonctionne avec l'un des dossiers septologie. Voilà, donc on va pas. Je vais essayer de rester focus sur le thème d'aujourd'hui, mais c'est vrai que systématiquement, ça va me transporter sur d'autres dossiers que l'on a réalisés depuis 4 ans maintenant.
Finalement, ce discours-là est un petit peu, le centre, j'allais dire, de la mérule ou en tout cas de la toile d'araignée qui rapproche des différents sujets. C'est-à-dire que les 19 pages, si on reprend mot-clé par mot-clé ou idée, conductrice, fil conducteur et cetera, ça rejoint aussi bien les sommations que l'indicible Allemagne, que, le côté, Marianne, et cetera et cetera. Donc, voilà, ce discours-là, il y aura une lecture audio dessus, heu et donc ça permettra, voilà, de retrouver en côté Schumann et compagnie. Donc j'avance là-dessus et on va revenir donc au plan principal, sur le devoir de tout dire. Donc on avait justement discours d'Emmanuel Macron. Le 6e, c'est l'indicible France et l'indicible Allemagne avec un document à part, donc c'est la retranscription intégrale du discours. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ah, il va falloir que je vois ce qu'il en est par rapport à la Dropbox. Probablement qu'il y a des... Top. Donc, ce que je te propose, Nicolas, plutôt que d'ouvrir tout ça, c'est qu'on aille directement au tome 2, puisqu'on se base sur le fameux discours de septembre 2017. Donc, plutôt que d'ouvrir le discours d'Emmanuel Macron, il suffit que vous le téléchargiez, que vous en preniez connaissance. Je vous propose qu'on aille directement sur le Tome 2, tome 2 sommation à faire, ouais. de la sommation à faire. Alors, je rappelle la sommation à faire, tome 1. On est parti du rapport provisoire de l'OPESC. On l'a analysé, décortiqué. Ce qui en ressort, c'est que la pétition a été captée par les institutionnels pour cacher le volet militarisé et la nature militaire des produits et de toute la stratégie. Et le tome 2 de la sommation à faire, nous partons du discours du 26 septembre 2017 d'Emmanuel Macron en la Sorbonne. Et là, on se base sur certains de ces paragraphes, de ces citations, et on va élargir, pas par choix, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans nos recherches, on s'est rendu compte que on était réellement dans une guerre bien plus évoluée forcément que en 39-45. Et c'est à se demander si elle n'est pas toujours simplement en cours. Et dans ce sommation tome 2, intéressant de revoir, alors que tu dis le premier tome d'un volume conséquent a mis en lumière la réalité de ce que les instances actives ont voulu passer sous silence. Virus et vaccins sont des armes biotechnologiques classées double usage. D'accord. Oui. Le deuxième tome, lui, va exposer la dynamique ou stratégie portée par Macron dès son discours du 26 septembre 2017, dont acte. Certains parmi étaient présents et ont assisté à la présentation du réel programme politique et philosophique pour lequel le président de la République française consortium a été recruté, sélectionné et formé, voire formaté, placé à l'Élysée et reconduit. Nous rappelons que ce dossier en 2 tomes est le 13e que nous avons réalisé dans le cadre de nos lancements d'alerte. Donc, il y a eu la mise à jour, etc. Donc, dans la table des matières, on revient sur le coup d'État. Donc, j'avance un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que tu peux revenir à la page 6 ? Oui. On ne pourra pas faire en un seul Non, jet. une seule fois. On fera, et après, il y aura le Voilà. prochain épisode. On fera Voilà. le retour de Cassandre, la chronique, sur un autre épisode. Excusez-moi. Je sais, je suis bien élevée, je m'excuse. Alors, première phrase extraite du discours de Emmanuel Macron, nouvellement mis en place, c'est l'Union européenne en 2024 sera rassemblée autour de 2 piliers à mes yeux. Donc là, si vous voulez, c'est référence aux piliers Boaz et Jacquin, qui sont des piliers franc-maçonniques et qui, tout ce qui est franc-maçonnerie, hermétisme, occultisme, mal aspecté, ça fait partie des dossiers septologiques. Donc, vous voyez, dans la création de ce tome 2, on a extrait des morceaux du discours et on a cherché, on a décliné et on a étudié les liens que l'on a mis, bien sûr, tout du long du dossier. Je t'en prie, je te laisse
Ah, on va reprendre la je te laisse Bah, le écoute, manche. ouais, ouais, donc Désolée. on revient sur le coup d'État de la France hermétique de 1947 à nos jours. Donc, je vous rappelle le 16 janvier 47 avec Vincent Auriol. Et encore une fois, on parle de l'Union européenne en 2024 sera rassemblée autour de 2 piliers, à mes yeux. Donc ça fait écho à ce que Macron avait comme objectif, dès 2017, voilà, ça, pour 2024. Ensuite, Est-ce les que je 2 peux faire piliers. une parenthèse pendant que tu Oui, défiles vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en les prie. pages? Parce que j'ai le dossier sous les yeux. Vas-y, je t'en prie. À quel moment vous allez, vous, nous, on va faire, voilà, le gros du peuple de France. À quel moment, premièrement, lorsqu'on explique que la France est un dominion, donc une colonie d'une association internationale, ça va faire pchit dans la tête. Ça, c'est une première chose. Et que depuis 2020, Emmanuel Macron a la casquette de gouverneur. Ça, c'est une première chose. Donc, on est sous la férule d'un groupe international agressif. Ça, c'est une première chose. Tu évoques le coup d'État administratif en col blanc ou en gants blancs porté par Vincent Auriol. À quel moment on va comprendre de façon collégiale que dès 1947, tout ce qui a été signé n'est pas du ressort de la nation France, mais d'une filiale, la filiale de Washington DC, etc. C'est-à-dire que rien n'est valable depuis 1947, depuis 2020, mais bien sûr, bien entendu, bien avant. La création de la CEE, qui est portée par un consortium usurpateur. La CEE n'existe pas fondamentalement. Il n'y a pas besoin de sortir de l'Union européenne, elle n'existe pas. C'est nous qui la faisons exister puisqu'on la valide, même en luttant contre cette Union Alors européenne. comment l'invalider à ce moment-là? On a expliqué qu'il fallait la mettre en nullité absolue. Après, c'est aux professionnels en robe noire de monter des Donc dossiers avec. à titre, j'allais dire, du peuple, le peuple lui-même, toi, moi, et cetera, on peut rien y faire. On n'a pas les rouages et le pouvoir, pour le faire. Nous ne font que subir. C'est-à-dire que les professionnels du droit et compagnie ont le pouvoir, eux, en réalité, de peser en invalidité devant peut-être les institutions, administratives et judiciaires, cette, mise en nullité. Alors, pour avoir le fin fond de l'histoire, il faudrait que des immortels puissent nous dire la vérité, puisqu'ils ont le devoir de le faire. Donc, plutôt qu'essayer d'interpeller telle cour de justice ou la Cour des Quand tu comptes, parles des immortels, tu parles de l'Académie française ou tu parles d'une autre institution? je parle de l'Académie des sciences morales et politiques, Oui. qui ont le Mais devoir déjà, c'est une institution presque qui semble fictive pour la plupart des gens parce qu'en réalité, elle est peu connue et le problème, c'est que la plupart des gens qui les représentent, comme les autres académies, sont souvent liés à la franc-maçonnerie, à des réseaux, peut-être, plus hermétiques encore, si toutefois c'est possible. Donc forcément, le secret et j'allais dire la transparence ne vont pas aller ensemble, puisqu'ils sont pas ils n'ont pas comme rôle d'être dans la transparence absolue et puis, de travailler au service du peuple. Ce sont des gens qui déjà par le titre d'immortels se considèrent au-dessus des lois, juridiques et même des lois de la nature. sauf qu'ils ont le devoir de dire la vérité. Si on n'y va pas, comment veux-tu savoir qu'ils mettent tapis sur la table de jeu? Donc d'après toi, il faudrait faire comme les conseils municipaux, il faudrait, y siéger? Bah, c'est le b.a-ba. On ne peut pas se prétendre souverain si on n'est pas capable d'assister au conseil municipal et d'éviter qu'on ait des poubelles pucées et varces dans les écoles primaires. Tout commence par les mairies. Les mairies, c'est le prolongement de l'OMS.
Ils appliquent les ODD. Les élections de 2020 ont été maintenues alors qu'on était dans les affres de la phase aiguë de la guerre sanitaire, exclusivement pour que dans la plupart des territoires de France, outre-mer inclus, ce soit des équipes affiliées à l'OMS qui siègent au conseil municipal. On ne peut pas se prétendre contre les VARS et ne pas comprendre qu'il suffit de demander aux mairies de retirer leurs actions dans les écoles primaires. Enfin, à un moment donné, à nous aussi d'être en responsabilité et en cohérence. Donc oui, effectivement, de la même façon qu'il faut aller au conseil municipal, on ne peut pas dire qui sont les élus et qui nous représentent si on n'est pas capable d'aller y voir une fois tous les 2 mois, une fois par mois, alors que c'est à 2 pas de chez nous. Alors, et on va prétendre renverser le haut de la pyramide alors qu'on n'est pas capable d'aller à la base. Donc ça, un peu de cohérence, excusez-moi. Je le dirai souvent. Je l'aime bien cette phrase, excusez-moi. Oui, pour en venir à Tu nous fais une Las Palais là. J'aime bien ce passage. Ah bah oui. L'Institut de France est sous tutelle de la présidence de la République. Bon, c'est une SAS, etc. Mais elle est que sous tutelle. C'est une institution qui a été créée sous la royauté. Et Jean-Robert Pitt, qui est encore en poste jusqu'à ce qu'on lui envoie nos dossiers en 2022, dans sa vidéo de présentation de l'Académie des sciences morales et politiques, le dit clairement, d'où le titre, le devoir de tout dire et le droit de savoir. C'est-à-dire que le devoir de tout dire, les immortels le doivent, et nous, on a le droit de savoir. Mais si on ne va pas au-devant de ces immortels, ils resteront en place. Je te rappelle la loi universelle. Ils sont obligés de dire les choses. Ils sont de la même façon obligés de dire que si on veut connaître la vérité, il faudrait peut-être aller voir les bonnes personnes. Voilà. C'est parfois crassement simple. Bien sûr. C'est mais de base. Ce qui est très intéressant, c'est que tu refais l'historique un peu de la franc-maçonnerie, en tout cas l'aspect général, le côté hermétique. Donc ça, on y retrouve dans les premières pages. On est à la page 12, là, sur 198. On revient sur le discours de Macron, d'accord? Ouais. Donc là, c'est une sorte d'analyse littérale et didactique en même temps de son discours. Donc on ne va pas y revenir parce qu'on l'a déjà fait un peu tout à l'heure, mais voilà, on retrouve les enjeux, les mots-clés, etc. Et la lecture audio du discours permettra aux personnes d'assimiler un petit peu plus tout ça. C'est pas par plaisir, hein, c'est simplement de comprendre les enjeux. Parce que dans une guerre, si intellectuellement et symboliquement on ne comprend pas les enjeux, il nous manque des choses. Et vous soulignez dans le cadre de votre sommation à faire la création d'une initiative européenne d'intervention par lettre d'intention le 25 juin 2018, l'objectif étant une force commune d'intervention, la création d'une académie européenne du renseignement, l'institution d'un parquet européen, la création d'une force européenne de protection civile, une nouvelle politique agricole commune, certains additifs alimentaires et phytosanitaires étant classifiés dans le double usage, l'unification et la mutualisation d'un marché unique de l'énergie, d'accord? Et par l'énergie, vous entendez ce qui concerne l'électromagnétisme et tout ce qui est de l'ordre de la construction électrique et électrochimique organique. Voilà. Donc ça veut bien dire que quand on parle de parquet européen, etc., c'est dans le cadre d'une Union européenne à 27 membres. Pas plus à 28 parce qu'il y a eu le Brexit, d'accord? Sachant qu'au moment du discours de Macron, le Brexit n'est pas encore acté, puisqu'il lui faudra 4 ans au Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne, donc ça sera acté vers 2020, dans mes souvenirs. Donc ça veut dire que le Brexit est en cours de processus, mais que le Royaume-Uni est toujours dans l'Union européenne. Donc au moment du discours, l'Union européenne est toujours à 28. Mais par la suite, elle devient 27. Ça veut dire donc qu'on a un parquet européen, qu'on a que tout est européen dans notre fonctionnement, j'allais dire français,
donc au service des 28 autres. Donc notamment dans le cadre de l'Ukraine, depuis le cadre géopolitique de 2022, avec le Ah non, conflit avec la l'Ukraine, Russie, c'est etc. depuis 2014, puisque Oui, bon. on est partie prenante sous Hollande depuis fort longtemps. Mais ça, c'est dans les dossiers septologie. Non, mais c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tourné vers tous les autres pays, sauf le nôtre en réalité. Nous, on sera les derniers services si toutefois on est servi. Donc, c'est Mais pour bien prendre conscience de la sémantique, c'est que européen, c'est plus national, c'est supranational. alors, on va élargir le sujet. Si la France n'existe plus, aucun autre État de l'Union européenne n'existe non plus. Oui, donc Tu te finalement, l'Union retrouves, européenne est un État à part entière, c'est tu ce te, qui est tu te retrouves avec l'Empire carolingien de Charlemagne, avec les deux fils de Charlemagne qui se sont disputés le territoire après son décès et qui a créé la scission. Et d'un côté, tu avais, on va dire, grosso modo, là on n'est pas dans l'histoire historienne, tu as le volet français et tu as le volet allemand. Mais leur ce qu'ils veulent recréer, c'est ça, c'est cet empire. Peu importe après le régionalisme ou le nationalisme, ils veulent l'empire. Et donc ça contre-attaque. Elle était facile, par celle-là. contre, c'est plus Charlemagne maintenant, on est plutôt Néron, à notre époque. On Alors serait la suite plutôt dans le dominate, figure-toi. Dominate, c'est l'ultime empereur romain qui a mis à sac le système tellement il était ingérable, un fou allié. Et son régime politique a mis à terre l'impérialisme romain. Donc on est d'accord, sur le dominate. 2 minutes, d'accord. Dominate, comme domination. Ah, 2 minutes, d'accord. Donc la notion de citoyenneté, vous revenez là-dessus aussi et notamment de rappeler aussi les créations, donc Agence européenne pour l'innovation de rupture, faire de l'Europe un continent du numérique. Donc là, en 2026, on y est quand même avec, l'IA, le transhumanisme. On a vu tous les séminaires, toutes les conventions citoyennes, les machins, enfin les trucs comme ça. Le pilotage politique par un ministre commun, mais en fait, c'est tout ce que De Gaulle redoutait. C'est-à-dire que on voit là l'antithèse totale de ce que De Gaulle redoutait, c'est-à-dire que un député européen décide pour la France de la taille des fruits, par exemple, à vendre ou de la politique de tel truc, et il dit voilà, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'est même pas issu de notre pays, va décider à notre place de ce qui est bon pour nous, et en plus, si on n'est pas d'accord, il nous l'impose de force. Voilà. Et Aïe, là, aïe, c'est aïe, ce qui se passe. aïe, 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 excusez-moi, encore une fois, on va compter le nombre de fois, ce sera peut-être 18. Il faut bien comprendre que la suite du dossier, qui va être de plus en plus orientée militarisation, armes de destruction massive, etc., décline les initiatives portées par Emmanuel Macron en 2018 et dont l'intervention européenne, qui est un avatar de l'OTAN sans en être. C'est ça un peu le processus Canada Dry, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a porté deux grosses initiatives. Cette force militarisée, on va dire, qui permettrait, elle est active, hein, à cette force militaire d'agir sur n'importe quel État de l'Union européenne sans même que les dirigeants de l'Union n'en fassent la demande et contre l'avis même du peuple en question. Donc, c'est un peu l'intervention casque bleu, mais européenne. Ce qu'il faut voir, c'est que on n'est pas sûr que ce soit l'Europe, Union européenne politique, économique, ou le continent. Le continent européen, c'est bien au-delà des 27 pays, même en incluant le Royaume-Uni. Mais tout ça, c'est décliné au fur et à mesure. Donc oui, il y a plus de, ce n'est que ça. Le, D'accord. Là, le PISIAC, on rentre dans le côté
militaire. Alors justement, là, ouais, Pissiac, le côté militaire, donc 23 janvier Arsenal, 2018. Ouais, Arsenal, ouais. Arsenal. Les 40 partenaires du PISIAC. Donc on a, la liste des pays, hem, donc là j'avance un petit peu. Vas-y, C'est un tu peu peux. tech Ouais, c'est un peu technique, mais voilà, on Mais retrouve c'est les on peut pardon, on c'est se mieux fait par carte, comme ça, par carte, on voit un petit peu, bah, l'Union européenne, quoi. oui, comme tous les dossiers, mis à part ceux, signés par Jean-Pierre, il y a énormément de schémas parce qu'il faut que visuellement, il y ait une trace et une Tout mémorisation. tout le monde peut y trouver son compte, c'est-à-dire que si vous nous écoutez en étant en voiture ou en faisant autre chose, vous comprendrez l'essentiel. Si vous nous regardez, vous comprendrez aussi parce qu'il y aura des schémas. Le mieux, c'est quand même d'écrire à Virginie, par mail. Le mail est en description, il sera dans le chat, et ça permettra d'avoir les dossiers gratuitement en accès libre, en PDF, sachant qu'ils sont déjà sur la Dropbox et cetera. Mais s'il y a un souci technique et que ça s'ouvre pas facilement, au moins par le PDF, il y a pas de souci. Donc là, voilà, c'est se réapproprier tout cela. On peut ne pas être d'accord, hein, c'est tout à fait, louable et Alors, démocratique, je mais je voilà, en tout cas. je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu crois honnêtement, Nicolas, qu'on peut être d'accord avec ça? Personne ne peut être d'accord Non, mais avec je veux ça. dire être d'accord avec ce que vous avez écrit, dire que c'est de la C'est non fantaisie ou opposable. du voilà. C'est non opposable. Point barre. Nos dossiers, on les a remis en gendarmerie. Ces dossiers-là ont été remis à notre député, à notre sénateur et au conseil de l'ordre des médecins de notre département. Donc c'est et je peux discuter avec toi. C'est non opposable puisque ce sont des dossiers de recherche placés sous le lancement d'alerte d'un point de vue légal. Point! Cherchez pas ailleurs les gars, pardon. Non, non, il y a C'est pas de souci. non opposable, Donc la c'est tout. zone euro, Ce que tu me dis. Donc, il ne s'agit pas de savoir si les gens qui prennent connaissance de nos dossiers, ça leur parle pas, ils sont d'accord, pas d'accord. C'est leur trame, c'est leur programme, c'est la réalité et il vaudrait mieux ne pas être d'accord avec ça. Ça nous permettrait peut-être de nous secouer collégialement, bien sûr. collectivement et de faire tomber le système. Mais si vous êtes en accord avec ça, c'est que pour vous tout roule. On va parler du cas de l'Australie parce que, dans mes souvenirs, covidistes, on se rappelle de l'Australie qui a été quand même un pays avec Jacinda Ardern, une autre des fameuses young leaders de Davos, et sûrement du Bilderberg également, qui, avait mis en place des, injonctions, covidistes tyranniques à l'extrême, avec, notamment des arrestations. Je me rappelle très bien en 2020, d'une dame enceinte. Ça m'a marqué cette histoire-là. C'est là que j'ai vu que personne n'était épargné, quel que soit l'endroit du monde. Même pour les exilés, il n'y a pas d'endroit sûr dans le monde aujourd'hui. C'est terminé ça. C'est-à-dire qu'en fait, une femme enceinte avait, organisé un événement sur Facebook, pour nous dire, pour, comment dire? Pour, les confinements et pour lutter contre les confinements et les injonctions et elle a été arrêtée à son domicile, comme une perquisition quasiment, par 2 policiers, 2 ou 3 policiers, devant sa famille, alors elle avait rendez-vous chez le gynéco 1 heure après. Voilà, il y a eu ce genre de situation en Australie et là, tu nous en parles justement avec, donc comment dire? Cette, situation où il existe un groupe de 41 États membres dont l'objectif est de lutter contre la prolifération des armes chimiques et biologiques. Sachant que vous utilisez le terme de crimes et blessures de guerre, car nous sommes en guerre et donc les blessures des injections Covid sont à considérer comme des blessures de guerre et non pas comme des effets indésirables. À votre avis, pourquoi Jean-Pierre et moi, même si, ce n'est pas évident, de porter ces dossiers-là, on est plutôt tranquille? Tranquille dans quel sens? On va pas trop nous chercher de poux dans la tête. Bah, parce que ceux qui Parce vous que chercheraient des pouces, si c'était des institutionnels, devraient rendre des comptes et notamment en matière sémantique. simplement parce qu'on a posé la bonne équation. Si à partir du moment où
on considère que ce n'est pas médico-pharmaceutique, mais qu'avec le même langage, on est sur le volet militaire, nous, dès le départ, on a traité d'un point de vue militaire, militarisé, puisque c'est une armée de l'ombre, la phase aiguë qui est appelée pandémie. Donc nos recherches, effectivement, c'est logique qu'elles soient axées sur tout ce qui est arsenal, tout ce qui est bioarmes, tout ce qui est biotech armes. Et c'est effectivement en lien avec le Covid. Comme il y a eu le gros de l'opération Blitzkrieg Covid, ça a débuté en 2005. Voilà, au niveau international. Et nous, en France, parce que je rappelle que je suis une ancienne professionnelle des industries du médicament, en 2005, on a commencé à voir véritablement la bascule à la fois des industries du médicament, mais aussi du secteur médical, avec l'informatisation à outrance, avec une explosion anormale des effectifs terrain, mais une déliquescence de nos effectifs terrain. Désormais, ils sont plus que 10 000 à peu près pour ceux qui sont encore en état, parce qu'ils font partie des vaccinés. Faut quand même le mentionner. Donc, oui, tout n'est que militaire. Il faut oublier le médico-pharmaceutique. Tout n'est que militaire. Tout n'est que militaire. Alimentaire, c'est militaire. Agro, phyto, sanitaire, c'est militaire. Posons la question inverse, Virginie. Qu'est-ce qui n'est pas alimentaire? Qu'est-ce qui n'est pas militaire? On est dans une guerre dite spirituelle. Même l'éducation est militaire, avec le côté propagande, ingénierie sociale. La militarisation des esprits pour aller dans le sens de l'agenda 2030 et du protocole de Toronto au passage. Et puis même au niveau du travail, France Travail, il manque plus que France Travail, Famille, Patrie. Il y a un côté assez militaire aussi dans l'histoire. Et puis il y a un terme, moi, qui m'a vraiment sidéré quand on connaît la situation, c'est le réarmement démographique. C'est-à-dire que d'un côté, avec les injections, on a stérilisé beaucoup de femmes, on a créé des fausses couches en pagaille, on a un taux de natalité le plus bas depuis plus d'un siècle, et en même temps, il faut réarmer démographiquement la France. Mais avec qui? Parce que c'est ça. Parce qu'on a le plan Koudenov-Kalergi qui se chevauche avec le réarmement démographique. Donc on réarme, mais pas avec des Français, avec l'immigration mondiale. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, entre autres. Il y a première chose, vous seriez pas surpris, in fine, de voir quel vocabulaire militaire ou historiquement militaire est utilisé depuis longtemps en France. On reste franco-français. Même le terme ingénierie, j'ai dû le dire dans un autre épisode, c'est un terme militaire à la base. L'ingénierie, c'est le fait de créer de nouvelles armes. Le fait quand on évoque le réarmement de la population, on est de façon grossière dans le jargon militaire. Les injections expérimentales, c'est une des 4 phases de vie d'une arme. Tout ça, c'est militaire. Donc, dis-toi bien, Nicolas, que si en face de nous, ils nous font la guerre, en face d'eux, on leur fait la guerre. Et si c'est une guerre à la fois dans le visible et dans l'invisible, dis-toi que ceux qui sont dans le non visible, dans le non manifesté, se font la guerre. Ce n'est qu'une guerre. On n'a jamais cessé d'être en guerre. À quel moment le monde a été en paix? Jamais. En tout cas, depuis 39-45, jamais. On va te dire qu'il y a eu les 30 Glorieuses qui ont fait qu'on s'en préoccupait moins, qu'il y avait une période d'insouciance, d'innocence, de plein emploi, voilà, où on trouvait, c'est la période
de nos parents, de nos grands-parents, où il y avait le baby-boom et compagnie, mais en parallèle, on avait entre la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, il y avait toujours des guerres dans le monde. Mais disons que, grosso modo, on n'était pas touché en France, donc on se disait que ça allait. Donc on s'en foutait de ce qui se passait ailleurs. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'effet inverse. C'est que on en est au stade où on va presque plus se préoccuper de ce qui se passe ailleurs que de ce qui se passe en France. C'est une forme d'inversion totale. C'est ça une forme de schizophrénie française et j'allais dire même de syndrome de Stockholm international. C'est-à-dire que, ce qui va se passer, à l'autre bout du monde, va préoccuper, j'allais dire le paysan du Cantal, je caricature, mais alors que ce qui va se passer dans le Cantal, s'il y a un gros problème, bah, à la limite, personne ne va s'en préoccuper. Donc voilà, alors c'est tout le paradoxe, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais pas, trop donner d'informations, mais c'est expliqué dans les dossiers septologiques. C'est logique, ça s'explique. On a, la France a ceci de particulier qu'elle porte une histoire, une énergie, une empreinte particulière. Depuis 1789, on nous fait porter, malgré nous, le poids de leurs tablettes de loi que sont les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une falsification des 10 commandements. D'accord? Le nouvel ordre mondial, c'est une falsification du nouvel ordre du monde de la Genèse. Ils sont en train de réécrire. On nous fait porter le poids de l'esclavage, alors même que ce sont les néo-francs-maçons qui sont maîtres de cet esclavage. Et le français en soi n'a pas apporté le poids de l'esclavage. Pas plus qu'on a apporté le poids de on doit payer pour l'esclavage. Alors je peux le dire, mon fils est carteron. Jean-Pierre, il n'est pas blanc-blanc, il n'est pas noir-noir non plus. Donc, qu'on ne vienne pas me titiller et me provoquer sur cela. De toute façon, c'est notifié dans les dossiers. On a une famille Benetton, toutes les couleurs sont inscrites. Donc, on nous fait porter ce chapeau-là et la dissonance cognitive, elle est portée aussi par une certaine forme de résistance que je n'apprécie guère et qui va orchestrer l'intérêt morbide, malsain à l'extérieur de la France. Il faut que je suive mon fil, tout en disant qu'on ne veut pas d'un sauveur, mais artificiellement attendre le sauveur. Est-ce que tu peux reformuler ce que j'ai dit parce que je ne suis pas sûre d'avoir été très claire? Parce que là, j'ai tous les dossiers qui rentrent en ligne de compte dans le disque dur. Donc, il faut se libérer de certains complexes. Donc En gros, oui, c'est se libérer effectivement. de certaines croyances ou de fausses croyances et j'allais dire, si je comprends bien tes propos, de faire attention aux faux prophètes, voire aux fausses prophéties. La question du sauveur, bon, bah, c'est une question très générale, hein, qui mériterait presque une émission à elle toute seule. C'est-à-dire, ça remet en question le principe de l'élection, le principe même du régime politique, le principe même de ce que nous sommes, que ce soit, en tant qu'individu, en tant que cité ou ce genre de choses. Ça fait aussi penser à des paradigmes de modèles de société, mais de projets de société en tout cas, mais voilà donc après, pour le reste, oui, de toute façon, à partir du moment où on se rappelle que nous sommes en guerre, alors bien sûr, ça dérange certains qu'on le répète sans arrêt. Le problème, c'est que certains l'oublient très vite et moi, ce que je me fais souvent comme réflexion, c'est de me dire: «Comment on détruit un peuple? Eh bien, on efface sa mémoire». C'est le moyen le plus simple et le plus rapide. Quand on efface la mémoire de quelqu'un, c'est, bah, c'est le meilleur moyen de lui faire oublier les fautes et les erreurs du passé
que ce soit les siennes comme celles des autres. Et donc, celui qui perd la mémoire est condamné à revivre les mêmes horreurs du passé. Et c'est pour ça que le devoir de mémoire est aussi vital, parce que garder la mémoire, c'est garder déjà un souffle de vie et un moyen de transmettre un héritage. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans une fin de civilisation, dans une fin de système également, qui promeut la mort en toute matière, notamment la mort de la mémoire, ou en tout cas la réécriture de l'histoire, ce qui est peut-être encore pire, ce que j'appelle personnellement du terrorisme intellectuel, parce que le terrorisme intellectuel est gravissime. C'est-à-dire qu'on détruit des statues, on détruit un pan de l'histoire, et quand on la réécrit, c'est à l'avantage de certains. Sans parler d'un peuple élu, mais en tout cas de certains. Et donc de ce fait, on ne peut pas parler de sauveur si déjà on réécrit l'histoire en permanence. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire avec la vérité absolue. Pour moi, je n'y crois pas, mais il y a plusieurs histoires passées avec différentes versions et on vit avec. C'est comme une histoire familiale. Une histoire familiale, j'allais dire, il y a les méchants et les gentils, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais ça reste une histoire familiale, ça reste une famille et on vit avec et on transmet cet ADN aux générations futures. Bah, là, c'est un peu pareil pour notre histoire commune, que ce soit l'histoire de France ou l'histoire du monde, et le problème, c'est que certains veulent détruire tout ça pour la réécrire à leur manière et faire en sorte qu'on pense que ce sont eux les sauveurs en question. C'est-à-dire que chacun veut être le sauveur de l'autre en quelque sorte. C'est pour ça qu'on se dit souvent, le sauveur, c'est nous-mêmes. Là, je paraphrase un peu ce que tu dis et j'essaye de réinterpréter ce que tu dis, mais grosso modo, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Nous sommes en guerre, il dure depuis 6 ans, bientôt, et ce que l'on voit, c'est que la guerre, elle a été multiple, polyvalente, sur plusieurs strates, sur plusieurs couches. Elle n'a pas été que sanitaire officiellement, elle a été surtout militaire, elle est spirituelle, elle est messianique, elle est civilisationnelle, elle est aussi religieuse, elle est sur tous les plans. En fait, je pense que c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire où la guerre est sur tous les côtés, provoquant une forme de tsunami permanent, avec notamment le principe des fréquences vibratoires aussi. Et donc, c'est difficile quand on n'a pas l'habitude. Ceux qui ont connu des guerres précédentes se disent même, ça ne ressemble en rien à ce que j'ai vécu dans les guerres précédentes. C'est ça aussi la nouveauté, c'est-à-dire que c'est un nouveau paradigme. C'est une guerre 2.0. Il n'y a pas d'ennemis, j'allais dire, il n'y a pas d'ennemis ciblés principalement. Alors si, l'état profond, c'est la Russie, c'est Pierre-Paul Jacques, etc. Oui, on met des cibles à l'ennemi, on met des visages. Mais en réalité, ce sont nous, les peuples, qui sommes les principales cibles de ces guerres parce qu'elles sont menées par ceux qui sont en haut de la pyramide. Donc à nous de nous unir et de créer quelque chose de puissant parce qu'on est censé être le nombre pour cela. Désolé, j'ai élargi, mais tu as voulu que je réinterprète. Alors j'essaye de le faire avec mes mots, quoi. Tu as raison. On Pas va, évident. on va synthétiser tout ça. Ouais. Par guerre sanitaire, il faut entendre guerre totale. Vous reprendrez, on reprend la définition de l'OMS, de la santé, en préambule de leur constitution. Point. Effectivement, c'est une guerre totale. Lorsque Emmanuel Macron explique que c'est une guerre contre un ennemi invisible, c'est de tous les côtés en fait que l'ennemi est invisible. C'est-à-dire que nous menons une guerre contre un haut de pyramide invisible, mais eux nous considèrent comme cet ennemi invisible. Parce que là où tu as raison, c'est qu'on est le nombre. Ce n'est pas pour rien qu'on est aussi nombreux sur Terre à ce moment-là de l'histoire de notre ère. Et donc, à un moment donné, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas anticiper. Donc, c'est ça leur ennemi invisible, c'est nous. Et nos actions, nos réactions, nos émotions, ils ne peuvent pas encore tout calibrer, tout standardiser. Mais effectivement, on est en guerre. Et donc, on va peut-être revenir sur le dossier où là, au fur et à mesure, vous allez voir comment s'articulent les institutionnels au niveau international dans ce qui est censé être la lutte contre l'armement biochimique, chimique à grande échelle, et pour finalement vous rendre compte que
punaise, en fait, c'est un paravent parce qu'on y est. Là, les tableaux qu'on a faits, c'est de répertorier tout ce qui est laboratoire P4, y compris Institut Pasteur Mérieux, au niveau international, en lien avec le PISIAC, donc les 40 pays, qui sont à l'initiative d'Emmanuel Macron. Gardez le chef de guerre, gardez le chef des armées. Il n'a peut-être pas fait son service militaire officiellement, mais ça ne veut pas dire pour Mais autant il a qu'il n'a été pas fait ses formaté, en classes. tout cas, il a été formaté pour penser destruction, quoi. Alors, je n'aime plus, je ne dis pas que je ne l'ai pas utilisé, mais le formatage, là, on a l'impression qu'on a une disquette que tu mets à l'ancienne dans les vieux PC, tour. Non, Bon, il y il a un n'est peu pas de ça quand même. formaté. Il est juste à sa place, dans son rôle pour lequel il a été formé. Il est Mmh. formé à ça. Donc oui, effectivement, on va nous le présenter d'une certaine façon, parce que ça joue dans la stratégie. Moins les premiers temps, on a prêté attention à ce qu'il disait, parce que justement, il y avait un décalage avec la fameuse poudre de perlimpinpin, et moins on a prêté attention à tout ce qu'il disait, alors que c'est d'une importance capitale. Quand il évoquait en septembre-octobre 2025 le fait qu'il y avait des prédateurs et que c'était une tradition, arrêtez-vous là. Il y a effectivement un monde de prédation et c'est une tradition. Donc on peut opposer deux humanités si tu veux. Donc sur l'Institut Pasteur, le réseau Gabriel de l'Institut Mérieux et leur alliance, donc là on retrouve en plus, l'historique Pasteur l'imposteur face à Béchamp. Immense pensée pour ce héros qui était Béchamp, face à Pasteur. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Eh bien, on revient toujours au rôle majeur, au rôle central de cette France-là, l'indicible France, au niveau national comme international, et la genèse historique, politique, scientifique de cette France-là au niveau de la destruction et de la terraformation pour créer leur nouveau paradigme. Et je pense, Nicolas, je ne sais pas si tu es d'accord, mais là, on est à 1 heure et quelques. Je Oui, pense qu'il serait bien pour une fois de faire une courte émission oui, pour absolument. qu'on Comme puisse ça, on reprendre pourra, par la suite. justement digérer, voilà, et puis reprendre la prochaine fois pour repartir de l'Institut Pasteur et refaire la suite du dossier. Donc merci à tous de nous avoir suivis ce soir, pour cette émission. N'hésitez pas à contacter Virginie pour avoir les dossiers. Je vous retrouve pour l'épisode 5 où on repartira de cet Institut Pasteur, Mérieux et autres, pour de nouvelles aventures, si je puis dire. Merci à toi Virginie pour ta pédagogie, teintée d'humour, ce qui fait quand même du bien malgré tout, dans cette période de guerre, et à bientôt. À bientôt.